Bueno, bienvenidas y bienvenidos a este diálogo. Bonjour, bienvenue à ce dialogue des villes éducatrices. Nous sommes ici donc avec la collaboration de l'Association internationale des villes éducatrices de l'Amérique latine. Nous allons aujourd'hui aborder le sujet de l'école au monde du travail et nous aimerions pouvoir échanger des bonnes pratiques, des expériences donc qui contribuent à l'inclusion dans le monde du travail. Nous allons maintenant connaître les expériences de pratiques civiques pré-professionnalisantes sur différents sièges comme Barcelone, Bruxelles et la ville de Buenos Aires. Et nous espérons donc qu'il pourra y avoir là un échange d'informations entre fonctionnaires. Nous comptons aussi sur la traduction simultanée dans les 3 langues officielles de l'AIC, l'espagnol, le français et l'anglais. Vous pouvez donc choisir la langue qui vous intéresse en cliquant sur le petit globe que vous trouverez en bas sur vos écrans. Là, vous pouvez choisir la langue qui vous intéresse et nous allons, s'il vous plaît, aussi vous demander de garder vos micros éteints, mais les caméras allumées. Comme cela, la rencontre sera plus intéressante. Nous allons d'abord passer la parole à Marina Canals, qui est la secrétaire générale de l'association, qui va nous adresser quelques mots. Madame Marina, vous avez la parole. Merci beaucoup, Paula. Bonjour, bonsoir, bon après-midi, cela dépend un peu d'où vous vous trouvez. Merci beaucoup de nous accompagner à cette journée, ce dialogue de l'école au monde du travail. Je suis vraiment enchantée au nom de cette Association internationale des villes éducatrices, de pouvoir rejoindre cette proposition de la délégation de l'Amérique latine et pouvoir comme cela donc compter sur un groupe si qualifié et si préparé comme vous l'êtes. L'année dernière et cette année aussi a été une année pleine d'enjeux pour tout le monde. La pandémie de la COVID a provoqué des changements très profonds dans notre monde, tout du moins comme nous le connaissions jusqu'à présent. La crise globale nous présente aussi de nouveaux enjeux, de nouveaux défis. Les barrières qui existaient déjà par rapport au monde de l'éducation se sont accentuées et les inégalités en ce qui concerne les apprentissages et les opportunités ont augmenté également. Ce qui veut dire que les collectivités locales et surtout les gouvernements locaux, qui sont les administrations qui sont plus proches des citoyens, nous allons devoir vraiment jouer notre rôle et nous mobiliser encore plus. Des efforts très grands ont été faits pour numériser les apprentissages et grâce à ces efforts, aujourd'hui, nous pouvons nous réunir de différents points du monde. Donc, la pandémie nous a apporté aussi certaines bonnes choses, mais cet apprentissage en ligne ne remplace jamais l'apprentissage en présentiel parce qu'apprendre, c'est beaucoup plus qu'aller à l'école et c'est beaucoup plus aussi que tout ce qui peut arriver dans une salle de cours. Pour les éducatrices, évidemment, apprendre, cela veut dire aussi le bien-être personnel, le bien-être des communautés et les possibilités aussi de rencontres, profiter aussi de l'espace public, la participation à la vie culturelle et évidemment aussi à la prise de décision de nos villes. Mais cela comprend aussi un autre point très important, le fait de pouvoir occuper une place, un rôle dans nos sociétés. Et c'est là où l'éducation joue un rôle clé. Cette situation que nous sommes en train de vivre nous mène à prendre des mesures. Dans la charte des villes éducatrices, l'article 16 nous le dit très clairement. Les villes doivent promouvoir la coordination entre la planification de l'éducation et le monde du marché. Cette charte nous oblige aussi, nous invite à créer une éducation sans stéréotypes sexistes. Nous misons aussi sur une éducation qui ne doit pas seulement se baser sur l'accumulation de connaissances, mais également sur la possibilité d'avoir des opportunités pour les mettre en œuvre. Il s'agit donc de learn by doing, apprendre en faisant. Tout ceci est clé au sein de notre association. C'est une des raisons pour lesquelles nous travaillons tous et toutes. Et sans doute, grâce à cette situation de la COVID, maintenant, nous sommes plus forts.
Et aujourd'hui, nous sommes donc plus puissants, nous sommes beaucoup plus résilients, mais malgré tout, nous ne pouvons pas nous en féliciter et rester là sur nos lauriers. Au contraire, il faut continuer à créer des dialogues, à parler et nous avons aussi l'obligation par rapport les couches de la population les plus vulnérables. Nous avons beaucoup de défis à l'horizon pour notre reprise et celle-ci va passer sans doute par l'investissement dans l'éducation, la construction de ponts entre la vie professionnelle et la vie formative, des ponts qui doivent être bidirectionnels, parce que sinon, ces inégalités que nous sommes déjà en train de subir et les effets négatifs de la crise vont vraiment se prolonger bien au-delà de la pandémie. Une fois la transmission du virus se terminera, ces inégalités resteront ancrées dans nos sociétés. C'est pour cela que je vous invite à profiter de cette opportunité d'établir ce dialogue avec 3 villes où chacune, à sa façon, Buenos Aires, Bruxelles et Barcelone, vont très généreusement partager leurs bonnes pratiques, leurs initiatives et vont nous expliquer comment ils ont, eux, conçu ces ponts, ces soutiens pour que la transition de l'école au monde du travail se fasse d'une façon beaucoup plus fluide et à partir de résultats bien meilleurs. La devise pour cette année, donc, de notre association, c'est ne laisser personne derrière nous. C'est pour cela, donc, que ce dialogue est encore plus important aujourd'hui que jamais. Soyez les bienvenus, les 3 villes, et merci beaucoup pour cette générosité, pour nous consacrer votre temps. Merci, vous avez la parole. Merci beaucoup, Marina, pour ces mots. Merci aussi pour cette bienvenue. Nous allons maintenant passer la parole aux villes qui, sans doute, sont les protagonistes de cet échange d'expériences. Tout d'abord, la ville de Buenos Aires, en Argentine, Erika Oliveira et Carola, qui sont les organisatrices, Carola Martinez, qui est conseillère de planification éducationnelle. Du côté de Barcelone, il y a Neus Pons, qui est directrice et gérante de la Fondation Barcelone Formation Professionnelle. Et pour ce qui est de la ville de Bruxelles, Jennifer Duvinage du département de l'éducation publique et Alice Rodrigue, responsable du secteur citoyen aussi auprès donc de l'éducation publique. Et pour terminer, nous allons faciliter la parole à notre modératrice, Agustina Olivier, du Centre de mise en œuvre des politiques publiques pour l'égalité et la croissance, le CIPEC, qui a une maîtrise en psychologie par l'Université de Buenos Aires et qui est maintenant en train de faire un master en politique éducationnelle de l'Université Tolipela. Agustina a été coordinatrice de projets de la société civile pour assurer la promotion et la participation des jeunes. Agustina, nous te souhaitons la parole, nous te passons la parole et nous te souhaitons bonne chance et bonne rencontre à tout le monde. Bonjour Paola, bonjour tout le monde. Merci de participer à cette réunion. Tout d'abord, j'aimerais remercier AIC de nous avoir invités à participer à cette réunion. Nous pensons que les espaces comme celui-ci sont très importants parce qu'ils nous permettent de voir comment les entités locales de différentes régions, en fait, sont confrontées à des enjeux qui sont mondiaux, comme la pandémie. Et en même temps, il s'agit aussi d'enjeux et de défis qui sont différents, qui ont leurs propres spécificités. L'idée aujourd'hui est de voir comment les villes perçoivent, comprennent leurs problèmes à partir des ressources dont elles disposent en se basant donc sur des stratégies. Et ici, comme le disaient nos amis, il s'agit surtout de comprendre le lien qu'il y a entre l'école, le monde du travail et nous connaître ici différentes organisations sociales. La Charte des villes éducatrices insiste sur l'importance de l'éducation dans une perspective intégrale. Il s'agit de former des personnes avec leurs propres capacités, créativité et responsabilités en créant des communautés de connaissances sans excuses.
Auprès du CIPEC, nous pensons que le système de formation et surtout l'enseignement secondaire joue un rôle pour que les jeunes incorporent les outils nécessaires afin d'avoir un projet de vie intégral qui puisse contribuer à leur épanouissement personnel et aussi au développement des sociétés. Je pense que c'est là où le monde du travail occupe un pilier très important. Il faut aussi citer, par exemple, l'apprentissage tout au long de la vie et le développement humain, entre autres. Pour cela, il faut tout d'abord s'assurer que ces jeunes soient vraiment à l'école. Il s'agit donc d'un défi qui existait déjà avant la pandémie, surtout dans les pays en développement, comme par exemple ceux d'Amérique latine. En 2018, d'après les données de la Banque interaméricaine du développement, 1 sur 5 jeunes de 15 à 17 ans n'allaient plus à l'école. Et même si le taux en secondaire était de 60%, il y avait beaucoup d'inégalités à cause du niveau socio-économique, jusqu'à plus de 50 points entre ceux qui ont les revenus les plus élevés par rapport à ceux qui ont les revenus les plus faibles. Avec la pandémie, tout ceci s'est encore aggravé. Il s'agit donc de faire en sorte que les jeunes soient vraiment scolarisés. Et pour ce faire, il faut mettre en place des actions urgentes. Par exemple, compter sur un système de suivi individuel des trajectoires, des parcours de l'éducation pour savoir qui est vraiment à l'école, qui va à l'école et qui risque d'abandonner le système scolaire. Il s'agit aussi de connaître un petit peu les particularités de chaque étudiant. Ces actions doivent donc garantir aussi des conditions de base, de survie familiale pour que ces jeunes puissent, par exemple, assister aux cours au lieu de devoir s'occuper, par exemple, de leurs proches ou de devoir travailler. Mais nous parlons aussi d'itinéraires d'apprentissage, nous parlons aussi d'espaces de convivialité à l'école. Donc, toutes ces mesures. Mais malgré tout, comme Marina le disait, il ne s'agit pas seulement de travailler en milieu scolaire. Nous voulons que les étudiants incorporent ces apprentissages compliqués afin de développer vraiment un projet de vie intégral et plein. Et pour cela, il faut vraiment comprendre quel est le rôle traditionnel de l'enseignement secondaire. C'est-à-dire que souvent, on associe le secondaire à une situation où les étudiants absorbent des concepts, tout simplement. Nous pensons que c'est un modèle qui ne permet pas d'absorber les apprentissages plus complexes, plus méthodologiques et plutôt reliés à d'autres facettes de la vie. Si nous voulons promouvoir ce type de compétences, il faut offrir des expériences d'apprentissage beaucoup plus centrées sur les contextes réels, où les étudiants doivent pouvoir disposer de la possibilité de vivre des expériences, pouvoir aussi petit à petit adapter leurs actions à cette réflexion pour améliorer peu à peu leurs opportunités donc d'expérimentation. Et pour offrir ce type d'expérience, la connexion de l'école avec les organisations est fondamentale. Et c'est là où nous pensons que les gouvernements locaux ont un rôle très important à jouer parce que c'est ces groupes, ces entités locales qui connaissent bien les organisations du territoire. Et donc, les gouvernements locaux peuvent tendre des ponts entre ces organisations et les écoles. Les écoles, grâce aux ressources, au personnel enseignant et en établissant de bons liens, peut aussi contribuer donc à favoriser cet apprentissage. Aujourd'hui, nous allons connaître 3 expériences qui travaillent dans la construction de ces ponts. Erika Oliveira et Carola Martinez vont nous raconter l'expérience du secondaire en Argentine, à Buenos Aires. Neus Pons nous parlera de la formation professionnelle à Barcelone. Et Jennifer Duvinage et Alice Rodrigue, j'espère avoir bien prononcé, vont nous parler de leurs expériences civiques à Bruxelles. Nous allons plus ou moins être ensemble pendant 1 heure et demie.
et donc chacun disposera de son temps pour sa présentation. Chaque équipe fera la présentation en 10 minutes, nous parlera de ses objectifs, des destinataires, du contexte, du cadre institutionnel et de la dimension éducationnelle de chaque initiative. Après, les des intervenantes devront répondre aux questions posées d'après leur expérience. Et après, il y aura un espace pour le débat qui mènera finalement aux réflexions finales. Je me chargerai de contrôler les temps et je vous accorderai la parole. À tous les participants et participantes, nous vous encourageons à poster vos questions sur le chat. Nous allons les enregistrer et nous en récupérerons certaines vers la fin de notre réunion. Vous pouvez écrire vos questions au fur et à mesure qu'avance la réunion. Merci beaucoup. Nous allons donc maintenant passer aux expériences. Et j'aimerais d'abord passer la parole à Erika Oliveira et Carole Martinez, ainsi qu'à qui sont responsables à l'Université de Buenos Aires, qui vont nous présenter donc leur expérience. Erika, Carola et Christiane, vous avez la parole. Bonjour à tous et à toutes. Bon après-midi à d'autres. Et comme Agustín l'a très bien dit, nous allons vous présenter ce qui se passe à Buenos Aires. Et très brièvement, tout d'abord, je vais vous expliquer le titre de secondaire pour l'avenir, celle du futur. Parce que on a commencé à faire cela à Buenos Aires en 2017, précisément sur la base de ce dont Agustina a parlé, une révision de ce qu'est la secondaire, le changement qui commence pour nous un peu avant 2017, avec un changement dans la conception de tout le curriculum, ce que nous avons donc appelé le NES, c'est-à-dire Nueva Escuela Secundaria, nouvelle école secondaire, un peu avant 2017. Et donc, cela implique d'approfondir pour l'avenir ce changement de curriculum qui contient précisément une série de transformations dans les pratiques éducatives et pédagogiques des écoles. Et c'est ce que nous allons vous présenter ici. C'était là un peu le contexte de ce que nous allons dire. Vous saurez qu'avec la loi sur l'éducation, loi nationale argentine, on commence à définir les grands axes de la politique éducative dans le secondaire, et cela a à voir précisément à ces expériences dont on va parler ici aujourd'hui. Et donc, ces forces ont trait à la formation en continuité de ces jeunes en favorisant leur possibilité de se reconnaître en tant qu'étudiants et de développer tout leur potentiel pour pouvoir continuer à étudier. C'est l'un des grands axes de cette transformation. Ils doivent avoir l'opportunité pendant leurs études secondaires d'être reliés au monde du travail et qu'ils aient donc une expérience de ce lien avec toutes les pratiques du monde extérieur, du monde du travail. Parce que dans leur curriculum scolaire, ce n'est pas nécessairement prévu. Et c'est pour cela que nous devons absolument les équiper, leur donner des outils pour qu'ils puissent commencer à connaître ce monde nouveau extérieur. Et autre grande force, c'est le développement de leur culture générale en tant que citoyens. Parce que cela a trait à divers environnements différents de l'école, ce que disait d'ailleurs Marina au début. Comment on peut leur donner l'opportunité de connaître d'autres endroits, d'autres espaces, d'autres environnements qui soient également formateurs, comme l'école, et qui les enrichissent grâce à ces outils et ces expériences, ces pratiques, pour que vraiment ceci ait trait à ce qu'est réellement le projet de l'école, son projet. Et donc, il faut permettre à chaque étudiant d'avoir des connaissances civiques, au civil, qui leur permettent de mieux fonctionner dans le monde,
dans lequel ils entreront, il ou elle. Je passe la parole à Erika maintenant. On m'entend bien? Vous m'entendez? Ce que nous voulions partager avec vous, c'est la façon dont le système éducatif de Buenos Aires se structure. Et je vous dirai rapidement que les 167 écoles dans lesquelles nous allons travailler dans cette expérience sont distribuées dans 4 grandes zones. D'abord, il y a l'éducation moyenne, c'est-à-dire c'est le plus grand nombre d'écoles secondaires, 104. Ces 104 écoles, donc, je disais, sont celles qui apparaissent à divers moments historiques de notre pays, qui ont connu divers processus selon les juridictions auxquelles elles appartiennent. Et c'est une concentration de lycées, de collèges, d'écoles de commerce et des écoles d'éducation moyenne. Ensuite, nous avons les écoles d'éducation normale supérieure, donc au niveau de la secondaire. Et la caractéristique de ces institutions, c'est que ce sont des unités académiques qui fonctionnent à tous les niveaux, initial, primaire, secondaire, tertiaire, ce qui permet une grande articulation entre ces divers niveaux. Et en outre, ce sont des écoles sont bilingues ou intensifient l'étude des langues vivantes. Par ailleurs, nous avons la direction de l'éducation artistique qui s'explique par elle-même. Il y a un baccalauréat accompagné d'une trajectoire artistique selon divers langages artistiques, la céramique, par exemple, le théâtre, etc. Et donc, ce sont des trajectoires qui se combinent avec le baccalauréat. Et enfin, nous avons les écoles techniques, dont va parler Christian. Les 3 autres directions générales représentent, les 3 autres directions sont de 4 ou 5 ans, les autres 6 ans, selon un cadre régulé par le gouvernement fédéral, qui donc s'occupe de l'école secondaire et de l'école moyenne, comme on l'appelle aussi. En termes généraux, on peut identifier 2 grands moments. Tout d'abord, les 2 premières années, cycle de base, un premier cycle donc, et les 3 ou 4 années suivantes, selon la modalité, sont des années spécifiques d'une orientation ou une autre, ou d'une spécialisation dans le cas des écoles techniques. Donc, dans cette présentation, nous allons voir ce qui a été fait pendant ces dernières années, sur quoi on s'est centré pendant ces dernières années sur la base de ce contexte général. Alors, on voulait donc vous expliquer que tous les cycles ont donc ces 2 grands axes qui sont représentés en orange ici. Processus d'apprentissage intégré, où l'on veut renforcer le dialogue entre les domaines et avoir un apprentissage sur des problèmes, des thèmes utiles pour les étudiants et les enseignants également, en fonction donc du curriculum. 2 minutes. Et puis, autre axe qui a trait à l'orientation. En 3e année, comme il y a on se centre surtout sur la connaissance, l'autoconnaissance personnelle, le renforcement d'expériences préalables. Et pendant la 3e et 4e année,
Il s'agit de renforcer l'orientation choisie. On augmente cela de façon tout à fait significative. Et enfin, nous centrons surtout sur la façon dont se construisent toutes ces connaissances. En dernière année, et je passerai la parole à Christiane, il y a une transition vers les études supérieures et c'est ce que nous allons commenter maintenant. Oui, j'ai 1 minute qui me reste. Vous avez vu comment l'éducation technique se passe dans la ville avec toutes les spécialités qui existent, qui sont très variées. Et nous voulons insister sur le fait que pendant la 6e année, il s'agit de pratiques spécialisatrices et qui appartiennent au design général du curriculum. Donc, c'est un espace spécifique où la personne retrouve tout ce qu'elle a appris pendant la carrière, mais acquiert des compétences de technicien. Dans chacun de ces formats, il y a des projets à l'intérieur même de l'école qui sont des projets productifs, des productions technologiques, innovatrices, reliées à la communauté ou encore dans des entreprises. Je ne veux pas dépasser mon temps. Je m'arrête là. Oui, selon ces mêmes critères, dans les écoles qui ne sont pas des écoles techniques, il y a des expériences formatrices sur des territoires. Et il s'agit d'un travail articulé en fonction de chaque orientation de chaque école secondaire, qui ne sont donc pas techniques. Je passe rapidement là-dessus. Ce sont les 3 orientations de l'école secondaire. Et en fonction de chacune d'entre elles, on développe donc ces pratiques que vous voyez là et qui ont à voir qui se rapprochent de ces pratiques spécifiques et formatrices dans un format de curriculum en fonction de chaque domaine d'intérêt à chaque étudiant et que ce soit donc une expérience significative, utile pour la personne en fonction de ce qu'ils veulent développer dans leur propre formation. Ça peut être développé dans divers systèmes, divers formats et comme on l'a dit, ce sont des projets de recherche, de réflexion, d'analyse, d'aide communautaire, donc en fonction de chaque domaine de connaissances choisies. Ou encore au sein d'institutions externes par rapport à l'école. Donc, on commence à développer ça à partir du moment où on a choisi une orientation et il y a un renforcement progressif qui vise à pouvoir entrer dans le monde du travail, du monde professionnel. Ceci donc sera d'ailleurs repris quand il y aura un dialogue technique d'approfondissement. Et je vous mentionne un aspect, par exemple des élèves qui travaillent dans une école à orientation artistique, eh bien, c'est mis en rapport avec un projet à orientation culturelle dans une ville, avec les musées ou dans divers autres domaines culturels. Il peut y en avoir d'autres comme une certaine prise de conscience. Quelqu'un qui s'occupe, par exemple, des sciences naturelles peut avoir une certaine expérience dans ce domaine. Dans un laboratoire, par exemple, ou dans un centre de recherche. Je pense au laboratoire chimique. Une infinité de possibilités existent à cet égard. Et comme commentaire final, ce sont des expériences très riches et qui motivent extrêmement les étudiants. Et les encouragent à continuer à travailler dans ce type donc de modèle.
dernière intervention maintenant pour ce thème. Erika, vous avez la parole. Je crois que d'ailleurs, on peut parler de tout cela quand il y aura un dialogue pour gagner du temps. Oui, exactement. J'espère que dans la séance suivante, on pourra récupérer tout cela et je vous remercie de votre attention. Nous passons la parole à Neos Pons de la Fondation Barcelone et Formation professionnelle de la mairie de Barcelone. Elle va nous parler de son expérience. Vous m'entendez bien? Bonjour. Merci tout d'abord à l'AIC de nous avoir invités à participer à ce dialogue. Et je vous expliquerai que ces bonnes pratiques, c'est une implication de la part de la mairie de Barcelone pour favoriser la formation professionnelle. Parfois, les gens sont étonnés de ce fait, pensant que les mairies n'ont pas ce genre de compétences. Certes, mais nous sommes responsables. Par contre, depuis 1990, lorsqu'a eu lieu la première réunion de l'Association des villes éducatrices, on a commencé à penser à cette valeur différenciatrice de la formation professionnelle comme une solution de travail et de lutte contre le chômage. Vous le savez, le chômage est très élevé. Et puis, il s'agit de créer des emplois de qualité et de ne jamais oublier l'inclusion, l'équité, les thèmes de genre. Et donc, depuis cette espèce d'observatoire qui est le nôtre, il s'agit de ne rien oublier de tout cela, étant donné, comme l'a dit Marina, que pendant cette période si difficile, on a vu qu'il y a beaucoup de thèmes qui sont revenus à la surface. Et donc, la mairie de Barcelone a commencé à se centrer davantage sur la formation professionnelle vers l'année 1994, qui est le moment où ce type de formation est entré dans les réflexions sur l'éducation. Parce qu'en fait, qu'est-ce que c'est qu'un conseil de la formation professionnelle? Eh bien, c'est une sorte d'association où tous les agents impliqués dans la formation débattent autour d'une table. Nous parlons des centres de formation, qu'ils soient publics ou privés, avec accord avec le gouvernement, l'administration publique, les syndicats, les associations du patronat. Eh bien, tout cela se fait parce que si la formation professionnelle, il s'agit d'emploi, de travail, au début, quand on est déjà au chômage et qu'on retrouve un emploi, nous avons besoin de tous ces points de vue. Nous avons également commencé à travailler sur les thèmes à caractère international parce qu'une des façons de maintenir l'emploi tout au long de la vie, cela concerne l'aspect international. Et en 1999, la mairie de Barcelone elle-même a encouragé le réseau international, 40 villes approximativement, qui donc travaillent à l'encouragement de la formation professionnelle. Quand on a constaté que cette organisation fonctionnait bien et qu'il y avait énormément de projets innovateurs, des réseaux d'entreprises simulés dans les écoles, des liens avec les entreprises qui résolvaient certains problèmes, la mairie elle-même a vu que c'était très complexe et donc en 2007, on a créé cette fondation. Lorsque donc nous en sommes là maintenant, après 15 ans d'expérience et presque 30 ans d'expérience en formation professionnelle, la mairie elle-même, en 2012, a adopté une mesure gouvernementale très importante pour pouvoir travailler qui aidait précisément à la formation professionnelle selon ces critères. Alors, que sommes-nous en tant que fondation? Nous sommes un outil. Un outil. Nous avons observé comment ce pont ou cette passerelle que nous allons vous projeter nous permet de dire que nous pouvons agir sur ce qu'on pourrait appeler la planification de l'éducation dans ces domaines. C'est un
un pont en deux sens. Et notre responsabilité, quelle est-elle? Eh bien, à partir du fait que ce pont doit être constamment mis à jour, doit être constamment revu, parce que nous avons vu, par exemple, une évolution différente dans le domaine de la construction. Nous avons créé une table de discussion sectorielle. Il y a donc la partie industrielle, la partie genre. Ce sont toutes diverses variables qu'il faut tenir à l'œil. Et toutes ces choses qui sont en quelque sorte sur ce pont évoluent, certaines disparaissent, certaines grandissent, et il faut s'en occuper. Alors, ce pont, je voulais vous parler de deux de ces parties. Une qui concerne plutôt une vision prospective et l'autre, ça a trait à l'insertion au travail. Dans la Fondation, nous ne sommes pas vraiment un centre, la Fondation. Nous sommes un outil d'intermédiaire entre le système économique et social et l'école. Alors, qu'est-ce qui aide à la planification éducative? Eh bien, c'est le fait de bien voir les secteurs où une formation est nécessaire. Nous sommes un observatoire de la formation professionnelle et nous travaillons dans divers secteurs. Nous ne faisons pas une étude pour le classer, non. C'est une étude qui a une forte volonté d'impact. Nous l'avons fait pour le port de Barcelone, par exemple, qui nous disait qu'il n'y avait pas suffisamment de professionnels pour travailler dans le port, qui est une ville en elle-même, et qu'il fallait donc apporter des emplois de l'extérieur. Et nous avons étudié tous les détails de ce problème. Et c'est à partir de là que nous avons commencé à travailler avec le consortium de Barcelone, avec l'école d'études navales, etc. Et donc, c'est un cas à succès que nous avons pu présenter même au niveau international. Par la suite, nous avons aussi travaillé avec le secteur de la logistique. Comme vous le savez, c'est un secteur où il y a encore certains points à résoudre. Mais en ce moment, nous avons déjà beaucoup d'informations par rapport au secteur logistique après la pandémie, le changement de tendance des achats, le changement de tendance quant au transport, les entrepôts, etc. Tout ceci, évidemment, a des conséquences pour les profils professionnels qui avant étaient des profils très industriels et maintenant sont très différents. Nous travaillons aussi beaucoup dans l'économie circulaire, tout ce qui a trait à l'économie durable. Nous travaillons également, par exemple, sur des projets d'hydrogène, comment donc tout ceci a des conséquences pour les cycles de formation professionnelle. 2 minutes. Oui, je termine presque. Et ce serait donc un petit peu le cadre de travail qui vraiment nous tire dans l'autre direction. Et pour vous montrer maintenant un petit peu ce côté de promotion vers l'insertion dans le monde du travail, il y a certains points que j'aimerais moi aussi souligner. Et j'espère après pouvoir donner un peu plus de détails lors d'une deuxième partie de la présentation. Concrètement, la formation professionnelle duale et la mobilité professionnelle. Nous savons tous que les personnes, lorsqu'elles sont dans la formation professionnelle, elles choisissent souvent la formation professionnelle duale. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'une partie de leur formation se fait directement en entreprise. Ces personnes ont après donc une insertion sur le marché du travail qui va au-delà donc de 40%. La municipalité de Barcelone donc a fait une concrétisation spécifique pour pouvoir encourager la formation professionnelle duale. En fait, la municipalité de Barcelone est un petit peu l'origine de tout cela parce qu'en 2012, les crèches de Barcelone, entre 80
et 100 personnes, c'est-à-dire une par école, des éducatrices qui travaillent dans les crèches, en fait, viennent de cette formation professionnelle duale. Et nous avons compté également sur les services administratifs de la mairie. Nous travaillons toujours de l'extérieur vers l'intérieur, c'est-à-dire que presque 2000 personnes avec un investissement de 4 à 5 millions d'euros, nous avons pu donc parier sur cette formation duale, mais nous travaillons aussi de l'intérieur vers l'extérieur. Pourquoi? Eh bien, parce que nous aidons les centres de formation à se mettre directement en contact avec le secteur productif pour que tous ces secteurs participent et deviennent des supporters eux aussi de la formation duale. En ce qui concerne la mobilité internationale, c'est la même chose. Une personne qui a suivi une formation professionnelle duale, sa possibilité de s'employer tout au long de sa vie est de presque 90-100%. Évidemment, il faut faire attention. On ne peut pas les rendre exclusives parce que sinon, évidemment, ceux qui parlent mieux l'anglais sont ceux qui voyagent et ceux qui ont les meilleurs résultats sont ceux qui sont insérés dans les entreprises. Nous voulons tous, évidemment, maintenir nos relations avec les entreprises. C'est pour cela que grâce à ce réseau de villes, nous travaillons à partir de critères beaucoup plus inclusifs. Nous avons des projets pilotes, par exemple, de mobilité. Nous avons beaucoup insisté sur la mobilité également dans l'éducation moyenne. Nous complétons avec des bourses de façon très transparente. Nous faisons donc de notre mieux pour que toutes ces pièces puissent s'assembler de façon appropriée. Nous travaillons aussi avec Barcelone Activa. C'est un cabinet de promotion de la mairie et des entreprises à Barcelone. Notre fondation est donc un exemple de pont et nous insistons toujours sur les deux volets, le volet de l'éducation et le volet de la promotion économique. Et j'espère pouvoir donner plus de détails dans la deuxième partie de mon intervention. Merci beaucoup, Neus. C'est vraiment très intéressant ce travail que vous faites. J'aimerais aussi vous rappeler, mesdames et messieurs, que vous pouvez afficher et écrire vos questions sur le chat. Nous en avons reçu certaines et nous y répondrons dans la dernière partie de notre réunion. Bien, maintenant, j'aimerais passer la parole à Jennifer Duvinage, directrice générale dans l'éducation, et à Alice Rodrigue, responsable des projets de citoyens du ministère de l'Éducation publique à Bruxelles, pour qu'elles nous racontent leur expérience. Et souvenez-vous aussi que si vous en avez besoin, vous pouvez utiliser la traduction simultanée en espagnol. Bonjour à toutes et à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Tout d'abord, ma collègue Alice Rodrigue et moi vous remercions pour l'organisation de ce moment de partage. Nous sommes ravis d'avoir cette opportunité de découvrir ce que Buenos Aires et Barcelona mettent en œuvre en tant que ville éducatrice et de vous partager un de nos projets phares, les stages civiques. Je vous propose de commencer d'abord avec un focus sur Bruxelles. La ville de Bruxelles est l'une des 19 communes de la région Bruxelles-Capitale. Elle est aussi la commune la plus grande. Il y a plus de 180 000 habitants. Vous allez voir sur la carte les contours de cette commune qui s'étend sur 32 km², un espace bien plus réduit que Buenos Aires et Barcelona. La ville de Bruxelles est un pouvoir organisateur, c'est-à-dire qu'elle organise l'enseignement dans plus de 100 établissements scolaires qui relèvent à la fois de l'enseignement maternel, de l'enseignement primaire, secondaire, supérieur et de promotion sociale. Cela concerne environ 5000 enseignantes et enseignants, et à cela s'ajoutent les membres du personnel de 16 bibliothèques, de centres psychomédico-sociaux, de services administratifs centraux, bref, plus de 6000 personnes et 30 millions d'euros autour de ce projet éducatif de la ville de Bruxelles. Alors, nos projets éducatifs et pédagogiques ont un objectif clair. Nos écoles veulent préparer tous les élèves à être des citoyens responsables, capables de contribuer au développement d'une société notamment démocratique, solidaire, équitable. Et nous sommes convaincus à la ville de Bruxelles que la mobilisation citoyenne commence à l'école.
Nos établissements scolaires mettent déjà en place de nombreuses activités, de nombreuses initiatives qui visent à renforcer l'éducation à la citoyenneté de nos élèves. Et c'est également le cas pour la mise en œuvre des stages civiques, c'est-à-dire le projet que nous souhaitions vous présenter aujourd'hui. Ces stages civiques pourraient avoir comme devise les mots suivants. On ne naît pas citoyen, on le devient. On le devient grâce à la rencontre avec des personnes, la rencontre avec des cultures, avec des notions, avec des parcours divers. Et c'est dans cette diversité que nous présentons aux élèves à travers les stages civiques et toute la richesse qu'on peut apporter à travers ces stages civiques. Je laisse ma collègue Alice Rodrigue vous présenter ce projet qu'elle coordonne avec brio depuis sa création il y a quelques années. Voilà, bonjour à tous. Alors, en tout cas, je trouve que, que cette rencontre est très intéressante et je vois déjà des liens intéressants avec les présentations de Buenos Aires et de Barcelone. On pourrait dire que le projet des stages civiques, eh bien, ça pourrait s'inscrire avant les projets de Barcelone et Buenos Aires, puisque l'idée du stage civique, c'est aussi d'amorcer une réflexion chez les élèves par rapport à qui est-ce que je suis, comment je me positionne dans la société et qu'est-ce que j'aime. Et à partir de ces réflexions, eh bien, ça peut aider pour le lancement dans la vie professionnelle et c'est ce que nous offrons pour les stages civiques. Comme Buenos Aires, le projet vise les élèves de 5e année secondaire et alors je rejoins tout à fait cette idée de le projet aide à soutenir le développement d'une culture générale et l'idée d'aller apprendre en dehors de l'école, de se découvrir et développer des compétences dans l'école, mais aussi en dehors. Et c'est très important et je pense que ce sont les liens communs très forts entre les initiatives qui sont ici présentées. Très concrètement, le projet des stages civiques s'adresse à des élèves de 5e année secondaire. Ils doivent faire 30 heures de cours non rémunérés et c'est obligatoire. Ce stage est obligatoire chez un de nos partenaires. Le stage est encadré pendant les cours d'éducation à la philosophie et citoyenneté. Et à la différence des initiatives qui sont présentées ici, ce stage civique n'est pas un stage professionnalisant et ce n'est pas un stage d'observation. On demande aux élèves d'être actifs et ce stage peut être réalisé par des élèves, qu'importe l'option choisie ou qu'importe leur système d'éducation. C'est-à-dire que ça peut être des élèves d'enseignement général, mais aussi d'enseignement technique, professionnel ou d'enseignement artistique. Et enfin, eh bien, ce stage est évalué et ce qu'on va évaluer à la fin, eh bien, c'est le regard critique de l'élève sur son expérience. Un point aussi important, 2 points importants sur le projet, c'est que ce projet a été développé avec des directions des établissements scolaires, avec l'inspection et avec les équipes éducatives de chaque école. Donc, ça fait plus ou moins une 50aine de professionnels de l'éducation qui ont participé à la construction du projet. Également, nous travaillons en étroite collaboration avec des partenaires issus des secteurs associatifs, mais aussi des pouvoirs publics. Et ce stage civique, il est composé de plusieurs étapes, des étapes individuelles et collectives pour les élèves et des moments dans l'école et en dehors de l'école. Les moments dans l'école, ce sont des ateliers philosophiques et l'encadrement durant le cours d'éducation à la philosophie et à la citoyenneté. En dehors de l'école, ce sont les heures au sein des organismes partenaires. Alors, je l'ai dit, cette année-ci, le projet a grandi petit à petit, c'est un projet pilote, et on est aujourd'hui à 9 établissements scolaires. À terme, ça va concerner 16 établissements scolaires secondaires. Ça représente 600 élèves et, comme je l'ai dit, issus d'enseignements variés, général, technique professionnelle, à pédagogie active, d'enseignement artistique. Ce qu'il est aussi important de savoir, c'est que ces élèves sont issus de quartiers différents, répartis sur la commune. Et ces élèves sont issus de familles, pour ces 9 écoles, à revenus faibles ou moyens. Ça, c'est une donnée assez importante aussi pour le projet. Parmi les partenaires que nous avons, eh bien, nous choisissons des partenaires qui respectent les valeurs de notre enseignement, c'est-à-dire qu'ils respectent la neutralité et promeuvent les mêmes valeurs, c'est-à-dire égalité, mixité, justice sociale, entre autres. Donc, nous travaillons avec des hôpitaux,
des maisons de repos, la Croix-Rouge, Amnesty International, des centres d'aide aux personnes précarisées, des centres de soins aux animaux, etc. Simplement, puisque c'était difficile de vous montrer des vidéos et des témoignages d'élèves, on va vous montrer quelques photos pour avoir une idée. Donc, ici, vous avez une de nos élèves qui a fait une option en mathématiques avancées, et bien, qui a réalisé une semaine de stage au sein d'un centre pour les personnes malvoyantes. Et donc, elle s'est occupée d'enfants, elle a aidé à animer des activités avec des enfants, même si elle ne se destine pas à ce métier-là plus tard. Et donc, vous le voyez, ça s'est extrêmement bien passé. Ensuite, nous avons un élève en technique et professionnel qui, lui, a organisé des activités sportives les mercredis après-midi au sein d'une école primaire. Voilà. Et puis, on a des activités de bricolage, un élève qui était en sciences fortes qui a fait de l'aide au brancardage dans les hôpitaux tous les week-ends. Ici, un élève qui a aussi en sciences fortes, qui a donc dans l'option sciences fortes, qui a passé une semaine dans un institut. 2 minutes. Ok, très bien. Qui a passé une semaine pour donner de la nourriture à des personnes précarisées. Voilà, et là, en maison de repos, mais je vais aller un peu plus vite pour vous. Je ne vais pas, seulement si on pose la question, parler de l'intérêt pour les partenaires, puisqu'on a un temps limité. Mais ce qu'on remarque au fur et à mesure du développement du projet, c'est que l'intérêt pour les élèves, eh bien, c'est que ce stage qui a lieu dans le cadre de l'école, eh bien, permet des découvertes matérielles et immatérielles. C'est-à-dire que dans les démarches matérielles, et c'est là qu'on rejoint très fort les initiatives de Barcelone et Buenos Aires, c'est que les élèves doivent effectuer des démarches pour rencontrer les partenaires via une plateforme, un site web où ils doivent choisir leur lieu de stage et les contacter via un formulaire. Et en fait, ça ressemble très fort à le fait de postuler à un emploi. Donc, ils doivent se décrire, motiver leur intérêt, aller rencontrer le partenaire, justifier leur choix de stage, etc. Savoir bien se présenter, préparer tout ça. Et donc ça, là-dedans, ça les aide pour les prochaines étapes de leur future carrière. Et les découvertes immatérielles, eh bien, ça leur permet une découverte active de la société civile bruxelloise. Les stages ont lieu sur l'ensemble de la région bruxelloise. Donc, ça les pousse à sortir de leur quartier, mais aussi de se rendre compte quels liens ont les institutions et le secteur associatif avec les citoyens. Pourquoi est-ce important d'avoir un cinéma gratuit dans tel quartier? Pourquoi est-il nécessaire de créer des banques alimentaires? Quel est le rôle d'une commune par rapport à ses citoyens, par exemple? Tout ça, ce sont des découvertes que les élèves font dans le cadre de leur stage. Aussi, je l'ai dit, sortir de sa zone de confort, ils vont physiquement sortir des quartiers, c'est-à-dire que pour certains élèves, et on l'a remarqué, il y a une étude qui a été effectuée à Bruxelles. Voilà, eh bien, je terminerai sur ça. Une étude a prouvé que les élèves issus de familles précarisées eh bien, avaient plus de mal à sortir de leur quartier. Et donc, c'est notamment une opportunité pour les élèves de se déplacer dans la région bruxelloise. Apprendre à se déplacer dans une ville, c'est aussi une compétence primordiale pour son futur professionnel. Voilà, merci. Muchísimas gracias a los 3 equipos. La verdad es que las 3 experiencias son extremadamente interesantes y bueno, ahora podremos ir conociendo un poco más de ellas. Ahora, en primer lugar... Merci beaucoup. Nous avons reçu beaucoup de questions dans le chat et j'aimerais vous en lancer une à laquelle vous devriez répondre en 3 minutes. À savoir, il y a là plusieurs années d'expérience, 3 environ, et je voudrais savoir qu'est-ce que ces expériences ont apporté comme acquis, quelles leçons ont été tirées pendant ces expériences et quelles forces sont sorties de ces expériences.
Je voudrais donc vous demander de répondre en 5 minutes maximum. Et donc, nous allons commencer dans le même ordre que celui que nous avons suivi jusqu'ici. Buenos Aires d'abord. Donc, Buenos Aires a la parole. Bien, moi je vais commencer cette fois-ci. Les premières réflexions avaient trait plutôt à l'organisation. Et là, nous avons tiré beaucoup de leçons du point de vue légal, disons. Il y avait des difficultés légales. Comment pouvoir créer les conditions nécessaires dans la légalité à propos des espaces nécessaires pour une riche expérience, la plus riche possible. Donc, il y a un système d'inscription où l'on doit donc présenter la documentation qui est valable, qui est valide. Il s'agit d'essayer de réduire la quantité de démarches administratives habituellement nécessaires pour donc ces personnes, pour pouvoir ainsi canaliser les choses de façon à ce que ce soit plus facile et que les étudiants puissent avoir un accès plus facile à ces expériences extérieures. Difficulté initiale, donc. Je ne sais pas si vous voulez que l'on parle d'autres aspects. Oui, j'ajouterai à cela, et très brièvement, que ces expériences, en fait, impliquent les étudiants eux-mêmes. Ils ont beaucoup de capacités qu'ils apprennent et que l'on ne voit pas toujours, et que donc il s'agit de partager des activités collaboratrices à plusieurs, échanges possibles avec les adultes, le monde des adultes, le monde du travail, le monde économique, et tout cela leur donne un développement de leurs capacités qui est excellent et qui est précisément en lien avec ce que nous essayons de faire. Parce que c'est finalement le but, celui d'avoir un potentiel qu'ils ont tiré de ces expériences. Et les étudiants qui sont passés par là reconnaissent qu'ils ont appris beaucoup, ils ont pu ajouter beaucoup à leur projet de formation pour une vie future. On pourrait penser qu'il s'agit simplement de faire l'insertion d'un jeune homme ou d'une jeune femme dans une entreprise. Non, c'est plus que cela. Il s'agit de les motiver, de leur donner de l'enthousiasme, de les aider, de les pousser à s'impliquer dans le monde du travail ou de la production ou dans d'autres expériences, comme on a entendu dire ici, parce que toutes ces expériences sont très riches et elles donc renforcent leur objectif personnel. Autre apprentissage lié à tout cela, c'est le renforcement des projets qu'ils ont déjà à l'école. Le ministère donc peut penser à des ajouts permettant de capitaliser l'apport initial de l'école, de le rendre plus efficace encore, avec des acteurs locaux dans les endroits où ils vivent. Il faut donc essayer de renforcer ces liens entre les divers espaces. Puis, autre apprentissage, c'est qu'il y a toute une diversité de situations, comme on l'a dit pour Barcelone. Il y a aussi la formation civique et citoyenne. Et c'est un peu la troisième partie à laquelle nous pensons, le continuum des études après la secondaire. Tout ça les aide à passer justement à une troisième étape grâce à cette formation qui doit être une formation de base. Oui. Je vais profiter du petit temps qui nous reste pour dire que c'est un défi, quelque chose à relever pour les écoles pour donc avoir un impact significatif et enrichissant sur leurs étudiants. Et donc, ça représente un travail énorme à réaliser par les enseignants et ce n'est pas quelque chose à négliger, cet aspect-là.
Et pour ce qui est des leçons tirées, il s'agit donc de dire que la mise en œuvre de cette nouvelle formule d'école secondaire pour l'avenir, la clé de son succès, c'est lié à l'équipe qui accompagne les étudiants et les enseignants d'ailleurs. Il faut être accompagné dans cette rencontre par des personnes qui ont une grande expérience, qui sont bien situées. Et nous avons identifié tous les types d'écoles dont nous disposions précisément pour réaliser cela. Nous avons tout un éventail de modalités très variées, très différentes, qui permet donc de mener à bien des projets couronnés de succès, toujours dans le respect du contexte local de chaque école. On a parlé de planification et très souvent, on a une idée de planification, on a un plan bien défini et il faut pouvoir l'adapter à la réalité du contexte local et avec ses histoires et ses caractéristiques personnelles, en faisant en sorte que l'échange produise des solutions d'avenir. Merci beaucoup. Très intéressant tout cela. Neos, voulez-vous nous parler de ces thèmes à la Fondation de Barcelone? Eh bien, le premier apprentissage que je pourrais partager, c'est que à Barcelone, la formation professionnelle se consolide parfaitement. Et pendant toutes ces années, on a vu des changements politiques au niveau de la mairie et personne n'a supprimé les mesures qui avaient été adoptées. Aucun gouvernement n'a fermé les réseaux qui avaient été créés, etc. Donc, la construction des relations, c'est quelque chose de complexe. Si on coupe les choses chaque fois qu'il y a un changement de gouvernement, ça devient très compliqué. Et là, c'est une recommandation d'ailleurs que je voudrais faire, à savoir que cette symbiose avec le système économique et social, en réalité, fait que nous acceptions un système de collaboration entre le domaine public et le domaine privé. Et tous les gouvernements s'y attachent. Il s'agit pour cela de bien expliquer que cette collaboration est tout à fait nécessaire et que cela peut donc profiter aux personnes. Dans notre fondation, et là, ça a été un grand progrès, en 2018, nous avons décidé d'inclure toute la zone métropolitaine de Barcelone, qui est très grande. Vous avez 18 municipalités à l'intérieur de Barcelone. Parfois, dans une même rue, on change de municipalité, on change même de ville, parce qu'il y a des municipalités qui sont des villes à part dans Barcelone. Et donc, maintenant, toute la politique de formation professionnelle est conçue en termes de zone métropolitaine de Barcelone. Donc, 20 ou 30% des étudiants n'habitent pas nécessairement dans la ville de Barcelone, mais peuvent habiter dans la zone métropolitaine de la ville. Nous avons également la chance d'avoir un consortium pour l'éducation à Barcelone, institution très spéciale qui fait se joindre la mairie et le gouvernement catalan, le gouvernement régional catalan. Il s'agit donc d'inclure ce type de relation avec toutes les autres municipalités, avec la collaboration du gouvernement catalan et des autres municipalités. Pour les villes en général, je dirais qu'il faut insister sur le fait que quand bien même on n'a pas une expérience ou une compétence en FP, cela ne suffit pas pour dire qu'il ne faut pas s'en occuper. Donc, il y a tout un territoire qui en a besoin. Et si dans votre planification, pour pouvoir inclure, disons, le marché du travail et le système productif,
à ce moment-là, c'est beaucoup plus facile d'y avoir accès par le biais des mairies. C'est un pari qu'a fait Barcelone il y a plusieurs années, qui était un peu visionnaire, mais qui a prouvé qu'il est plus nécessaire que jamais. Les conseils de formation professionnelle dans diverses villes, d'ailleurs, maintenant, rassemblent 80% de ce qu'est l'offre éducative en termes de formation professionnelle à tous les niveaux. Donc, de plus en plus, on travaille sur la notion de territoire. Et puis, j'ajouterais que, comme je l'ai dit au début d'ailleurs, à l'université, on dit toujours que l'université et les entreprises, ce sont des mondes totalement séparés. Eh bien non. La formation professionnelle, ce n'est pas le cas parce que ces deux mondes doivent se rapprocher l'un de l'autre. Il s'agit donc de voir que c'est nécessaire, mais aussi très gratifiant. Le corps professoral, par exemple, dans les entreprises qui font partie de nos conseils, on insiste sur le thème avec les enseignants. Les professeurs peuvent avoir des séjours en entreprise qui travaillent en 3D et donc ils apprennent à vivre avec ces nouveautés dans les entreprises elles-mêmes. Donc, ce n'est pas seulement pour les étudiants, c'est également pour les enseignants. Donc, il y a quelqu'un qui est un tuteur du centre et un tuteur dans l'entreprise, personnes qui vivent dans des mondes totalement différents. Et donc, toutes ces initiatives, qui sont d'ailleurs parfois très complexes comme celle-là, pour ces rapprochements, c'est ce qui a le plus de résultats positifs et qui sont considérés comme les plus gratifiantes par les personnes intéressées. Et maintenant, merci. Nous passons la parole à Alice et Jennifer qui vont nous parler en 5 minutes de ce qui se fait à Bruxelles. Muchas gracias. C'est de pouvoir à chaque fois faire des liens avec ce qui a été dit avant. Donc, je remercie les villes de Barcelone et Buenos Aires, puisque je vais rebondir à nouveau sur ce qui a été dit. Tout d'abord, comme l'a dit Buenos Aires, notre projet, c'est la même chose. On retrouve des similitudes plutôt. Ce n'est pas un projet clé sur porte. Donc, en fait, en fonction de l'établissement scolaire où ça va être développé, eh bien, les équipes éducatives vont le modifier pour faire en sorte que ça soit le plus effectif possible pour leur établissement scolaire. Également, je l'ai dit, ça concerne des établissements d'éducation générale, mais aussi techniques et professionnels. Donc, le projet va plus ou moins être modifié pour que ça aide le maximum d'élèves. Ensuite, et là, c'était plutôt un point amené par la ville de Barcelone et c'est la même chose chez nous. Les stages civiques, c'est une initiative communale unique en Belgique et ça part de la commune. On aurait tout à fait pu ne pas le développer. Ce n'était pas une obligation et pourtant, il y a un choix politique qui reste malgré les changements de majorité. Et là aussi, c'est important puisqu'il y a une véritable volonté de faire de l'école de donner à l'école un rôle social et culturel beaucoup plus large que juste donner des cours. Et là, on rentre dans les valeurs de la ville éducatrice et de ce qui est développé. Et donc, c'est pour ça que ça résonne très fort. Un point aussi important que j'aimerais préciser, c'est que nous organisons aussi des stages professionnalisants, des stages où les élèves peuvent se découvrir un métier, etc., et se former, un peu plus comme les initiatives de Barcelone et Buenos Aires. Mais ces stages, ils arrivent après les stages civiques. Et c'est pour ça que j'ai dit que c'était important de le développer avant. Enfin, le troisième point, et ça n'a pas été mentionné par les deux autres projets, et c'est plus propre au stage civique, c'est simplement que comme ça a lieu avant un stage professionnalisant, ben, c'est un moyen d'initier une réflexion quant à sa voie professionnelle. Il y a des jeunes qui changent après leur stage civique complètement d'études, complètement de voie ou qui décident de continuer des spécialisations après un stage civique parce que c'est une découverte et ils ont eu l'occasion de s'essayer quelque part, de développer des compétences et avant ça, ils n'auraient pas eu l'occasion de le faire. À la fin de l'expérience aussi, ils reçoivent un certificat qu'ils peuvent valoriser sur leur curriculum vitae. Et donc ça,
beaucoup d'élèves nous ont dit que c'était une façon d'obtenir un job étudiant. Comme il y a des élèves qui sont en situation qui n'ont pas beaucoup de moyens, c'est très important d'obtenir un job étudiant pendant les études, même en secondaire. Et donc ça aide à obtenir un job étudiant et d'autres, ça les aide à être engagés par la suite. Nous avons beaucoup d'élèves qui sont engagés sur leur lieu de stage après, une fois qu'ils sortent des secondaires. Et enfin, eh bien, ça permet de tisser des liens entre les services publics, les écoles et le secteur associatif. On a plein d'initiatives autres que les stages civiques, des partenariats qui naissent entre les écoles, des ciné-débats qui sont organisés, des projets entre Amnesty et une école spécifique, parce que des liens ont été créés par les élèves avec les associations. Voilà. Muchísimas gracias, Alice. Bueno, Merci beaucoup, Alice. Nous sommes un peu pressés par le temps, mais nous avons donc des questions qui ont été posées par les participants et il faudrait y répondre très brièvement. Une question à Buenos Aires. Comment se passe l'accompagnement du ministère aux écoles? On a parlé de la formation des enseignants, l'accompagnement des enseignants, les liens avec d'autres organisations. Et donc, en 2 minutes, est-ce que vous pouvez répondre à cette question? Oui, rapidement. Nous vous avons dit que nous avons 4 grandes directions. Il y a dans chacune une équipe qui s'occupe de faire le suivi et la mise en œuvre. Il y a diverses instances qui interviennent. Quand les écoles ont décidé de s'incorporer à cet effort, il y a tout un travail de sensibilisation, de travail pédagogique, mais aussi administratif, parce qu'il faut préparer toutes les démarches nécessaires. Et ensuite, lorsque tout cela est organisé, la partie structurelle, les équipes accompagnent ensuite pour la mise en œuvre de chacune des écoles. Si no es desde los propios equipos, se vinculan para que estas capacitaciones tengan lugar, van haciendo la evaluación y los ajustes de la implementación junto con la escuela, pero por eso les decíamos, rescatamos esto, ¿no? Que es un trabajo escuela por escuela y con un nivel de cercanía importante desde el nivel central hacia las escuelas. Y en esa línea, a su vez, lo que vimos de prácticas profesionalizantes, el equipo de la Dirección de Técnica cuenta con un equipo específico grande, por suerte, que acompaña a cada una de las escuelas y que se encarga de generar este vínculo y siendo articulador y este puente de las entidades con el trabajo intraescolar, acompañando cada una de esas instancias. Sí, y agrego, Cris, que cada escuela técnica tiene un referente, además de prácticas, o sea que también la escuela nombra como un tutor de estas prácticas un referente, que es el que hace el seguimiento interno dentro de las escuelas, en el caso de las técnicas, ¿no? Interesante, muchas gracias. Para Barcelona llegaron 2 preguntas puntuales, que son, ¿cómo son los acuerdos y acciones del intercambio entre las ciudades europeas de la red? ¿Y cómo se estructura la educación dual? También, Neus, 2 minutos, te agradecemos. Sí. A ver, en las ciudades que forman parte de la red de ciudades europeas con formación profesional, o sea, lo que tenemos es una serie de acuerdos que además están como sistematizados por una norma ISO, o sea, debemos de ser la única red que tiene una ISO, ¿no? Entonces, cada ciudad tiene sus mobility managers y hacemos la movilidad de una ciudad a la otra siempre con los mismos criterios de acogida. Con lo cual, por ejemplo, durante el COVID, a la que ha podido haber un poquito de movilidad, cuando abrió Alemania, cuando tal, nosotros hemos enviado ya personas a las empresas a hacer prácticas también, cuando parte de su movilidad contempla una práctica en dual también, ¿no? Pero también porque tenemos la tranquilidad
que cuando las personas están en estas ciudades, ¿no?, tienen sus referentes y el seguimiento es como si estuvieran en su misma casa, pero con una experiencia internacional, ¿no? Entonces, yo creo que lo mejor de la red es que trabajamos con el mismo criterio de movilidad. Y luego también lo que hacemos juntas, y también con otras ciudades, y en algún caso con ciudades de América Latina, es preparar juntas proyectos Ce que nous internacionales. faisons, c'est préparer des projets internationaux. Les mêmes secteurs émergents, comme je vous disais avant, lorsqu'il y a un secteur, par exemple, qui est émergent ou un secteur qui requiert un travail conjoint, nous le présentons donc en commun. Ce type de projet, nous les présentons toujours de façon conjointe, en commun. Donc, les techniciens des différentes villes et les équipes politiques sont très habitués à travailler ensemble. Et c'est donc quelque chose de très bon parce que si vous venez nous voir, par exemple, l'équipe internationale se base sur 5 personnes, évidemment, et 5 personnes ne peuvent pas tout gérer. Mais c'est comme si nous avions une personne de plus dans chaque ville. Et je crois que c'est là le facteur qui a le plus d'importance. Quant à l'organisation du côté dual, alors, voyons voir. Les stages qui sont basés donc sur cette formation duale, une partie des connaissances sont imparties dans les entreprises. En Espagne, nous sommes juste maintenant face à la publication d'une nouvelle loi de la formation professionnelle duale. Et il y aura des changements importants. Je pense que des changements positifs surtout, parce que cette formation duale va s'appliquer à pratiquement tout le système. Jusqu'à maintenant, dans notre fondation, nous avions toujours défendu que la formation professionnelle, c'est quelque chose d'intégral. Il y a la formation dans le monde du travail et la formation continue. Jusqu'à maintenant, c'était un petit peu comme deux voies séparées, deux voies parallèles. Il y avait donc une attestation, par exemple, professionnalisante, mais cette attestation n'était pas, du point de vue académique, bien valorisée. Maintenant, par contre, nous allons établir des passerelles et tout cela permettra donc de tendre ces ponts entre le professionnel et le côté plutôt de formation théorique. Je dois dire que maintenant, dans la plupart des stages, des apprentissages, ces jeunes qui font la formation duale, 50% de leur temps le passent en entreprise. Et maintenant, avec la nouvelle loi, il y aura encore plus de possibilités d'insertion dans les entreprises. Excellent. Nous allons maintenant passer à la dernière question pour Bruxelles. De toute façon, si vous avez des questions ou des doutes, vous avez mon courrier électronique. Oui, oui, sans doute. Je suis sûre qu'il y a beaucoup de questions. Il y aura beaucoup de questions par rapport à nos intervenants. Donc, j'imagine qu'avec cet échange de courrier électronique, il y aura beaucoup d'opportunités pour approfondir encore plus. Maintenant, pour Bruxelles, comment sont évaluées les pratiques, les stages civiques? Et comment se fait l'accompagnement de la part des professeurs de philosophie par rapport à ces stages? 2 minutes, s'il vous plaît. Merci beaucoup pour cette question, c'est effectivement très intéressant. Donc, concernant l'évaluation, ce qu'on va évaluer chez les élèves, ce n'est pas le fait que les élèves ont ou non réalisé le stage. On part du principe qu'ils doivent faire le stage, que le stage est obligatoire. Par contre, on va leur demander d'avoir une réflexion par rapport à leur expérience, donc, et de lier cette réflexion au concept de base du projet, c'est-à-dire citoyenneté, engagement, solidarité. On va leur demander une réflexion philosophique par rapport à ces notions. Et pour ce faire, eh bien, on va les accompagner pendant le cours de philosophie et citoyenneté pour qu'ils développent ces concepts. Parce que pour nous, il était essentiel que ces concepts soient développés en classe, mais aussi, et c'est indispensable, en dehors, que ces concepts n'avaient pas de sens ni de corps sans être expérimentés de manière active sur le terrain. Donc ça, c'est pour l'évaluation. Et alors, l'évaluation, en fonction des écoles, va prendre la forme d'une présentation orale, d'un travail écrit, d'une création vidéographique, d'une création artistique. Mais c'est devant des jurys qui sont composés d'enseignants de toutes les matières, mathématiques, français, etc., puisque c'est un projet qui va au-delà des matières. Et donc, c'est très chouette parce que les enseignants découvrent leurs élèves dans d'autres situations.
ça, c'était comment ils sont évalués. Et alors, la question est très intéressante aussi dans sa deuxième partie. Comment sont-ils suivis, puisque j'ai dit que le stage avait lieu en dehors des heures de cours. Et là, effectivement, et ça, c'est un problème de la municipalité, on ne peut pas demander à des enseignants de travailler en dehors de leurs heures de cours. Ce n'est pas possible. Au niveau web syndical, etc., ça n'aurait pas été. Et donc, les professeurs ne vont pas sur les lieux de stage. Par contre, c'est l'administration qui prend en charge ce relais-là. Donc, il y a l'administration qui crée le cadre des stages et l'encadrement et qui, si jamais il y a quelque chose qui se passe mal, je le rassure, ça arrive très, très peu souvent, eh bien, c'est l'administration qui prend ce volet-là en charge et qui est le lien entre les écoles et les organismes partenaires. Et pour l'instant, ça se passe extrêmement bien. Puisque aussi, par exemple, les stages ont lieu pendant les vacances scolaires, les professeurs ne peuvent pas être disponibles pendant ces moments-là et c'est bien normal. Voilà. Merci. Buenísimo, muchas gracias. Génial, merci beaucoup. Merci. J'aimerais remercier vivement les 3 équipes parce que j'ai beaucoup appris en 1 heure et demie de réunion. Je souhaiterais pouvoir continuer à apprendre encore plus vraiment. Et peut-être une dernière réflexion qui vraiment nous explique comment chaque expérience est différente. Buenos Aires, Bruxelles, plutôt dans l'enseignement secondaire. Par contre, Barcelone, plutôt axé sur cette formation continue tout au long de la vie. La dimension donc de chacune des expériences qui est différente aussi. Certains dans des écoles, par exemple à Bruxelles, on parlait de 9 écoles, mais aspirant à être beaucoup plus nombreuses. À Barcelone, par contre, ils collaborent avec différentes entités du territoire. Mais en tout cas, les 3 projets ont en commun cette idée d'offrir des expériences d'apprentissage, de stages connectés avec le contexte. Des expériences allant au-delà des écoles. Et il s'agit donc de créer vraiment ces passerelles avec le monde du travail, avec d'autres organisations et d'autres besoins de la société. Et je pense qu'il s'agit là d'éléments vraiment qui ont beaucoup de valeur ajoutée. Si nous voulons vraiment comprendre tous ces messages qui sont aussi inclus dans notre charte des villes éducatrices. Et c'est pour cela que moi, je crois que nous pouvons vraiment apprendre de ces expériences. Oui, il ne s'agit pas de copier-coller des expériences d'autres contextes, mais nous pouvons peut-être découvrir, grâce à nos questions, des situations auxquelles nous n'aurions peut-être pas pensé. Nous pourrions peut-être nous inspirer de certaines expériences aussi et peu à peu, donc, créer des communautés d'échange de pratiques entre villes qui, à mon avis, sont vraiment précieuses si nous souhaitons que les apprentissages soient plus horizontaux et surtout profiter de l'expérience de tout le monde. Sans plus, donc, je passe maintenant la parole à ma collègue de l'Association internationale des villes éducatrices, Paula Bonoris, pour qu'elle puisse faire la clôture. Merci beaucoup aux équipes des 3 villes qui ont partagé leurs expériences, qui sans doute nous mèneront à encore plus de réflexion. Merci beaucoup à Agustina d'avoir été la modératrice. Merci aussi pour tes réflexions. Et sans plus, je voulais tout simplement vous remercier, mesdames et messieurs, de votre participation et présence. Nous espérons pouvoir donc continuer à penser, réfléchir, parce que c'est un peu ce que disait Agustina. Il ne s'agit pas seulement de copier des expériences, mais vraiment de repenser les modèles de nos villes. Et maintenant, je repasse la parole à Marina pour qu'elle puisse se charger de la clôture officielle de cette réunion. Merci. Merci. Je pense vraiment que les 3 villes méritent un très fort applaudissement de la part des présents et des présentes pour leur travail. Vraiment, il s'agit de villes qui travaillent pour ne laisser personne derrière, surtout les jeunes, la jeunesse, n'est-ce pas, des villes qui créent des ponts, des opportunités, chacune avec ses différents niveaux de compétences, mais elles sont toutes engagées, elles souhaitent toutes construire de meilleures villes par le biais de l'éducation, des villes pleines d'espoir, des villes où les jeunes peuvent vraiment jouir de leurs aspirations et où, en fait, le futur, c'est aujourd'hui. Il ne faut pas attendre davantage. C'est aujourd'hui déjà. Il faut penser désormais donc quelles sont les opportunités offertes par ces gouvernements locaux qui s'avancent, qui dialoguent avec le secteur productif,
avec les centres scolaires, avec les centres de formation, où l'on travaille pour que il n'y ait pas simplement une formation de personnes pour des profils professionnels qui n'existent pas, mais au contraire, où l'innovation joue un rôle prépondérant. Ces villes, par exemple, dans le cas de Bruxelles, nous avons vu, n'est-ce pas, ces liens avec le tissu associatif qui sont si importants, des villes qui créent des opportunités, qui nous tirent un petit peu de notre zone de confort et qui nous aident à découvrir d'autres coins de nos villes et d'autres villes, et qui nous offrent aussi des pratiques et des stages professionnels, même avant de nous être formés comme des professionnels, qui nous ouvrent des fenêtres aux connaissances et au savoir, et qui ne font pas de la simple théorie, mais qui au contraire créent ces espaces de stage, d'apprentissage dans l'organisation elle-même, dans les entreprises elles-mêmes, comme c'est le cas par exemple de Barcelone. Et Buenos Aires, que dire? Une ville si grande avec tant d'enjeux, avec tant d'opportunités. Vraiment, c'est très intéressant de voir et de savoir que ces pratiques, ces stages professionnels ou professionnalisants, comme vous dites vous-même en Argentine, sont directement liés au domaine de formation des élèves. À tous, à toutes, vraiment, nous voulons reconnaître votre travail et si vous nous autorisez, nous allons partager les présentations avec tous les présents et les présentes. Merci beaucoup, merci à tous, merci à toutes de nous avoir accompagnés et merci d'avoir redynamisé cette association, ces espaces de dialogue et d'apprentissage mutuel. Merci beaucoup. Gracias, un placer. Hasta la próxima. Nos vemos. À Gracias. bientôt.